On va commencer. Donc, bonjour, je suis Emmanuelle Navarro du CFA régional agricole public en PACA. Et aujourd'hui, nous vous proposons une information collective à destination des maîtres d'apprentissage. Alors, j'emploie le vous, puisque normalement, nous sommes deux sur cet exercice. Je suis normalement accompagnée de Rénal Calafa, notre animateur référent qualité, qui malheureusement est malade, rien de grave, mais il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Donc, j'essaierai de vous transmettre Bonjour Michel, j'essaierai de vous transmettre les informations qu'il souhaitait vous passer, mais d'ores et déjà, je vous le dis, ce webinaire sera enregistré, est enregistré et sera disponible en replay sur notre site internet. Vous allez sur le site internet du CFA RAP, vous avez là un onglet pro et là vous avez plein d'informations, y compris le replay précédent du webinaire et un tutoriel sur la qualité. Donc, on en reparlera à ce moment-là, mais vous inquiétez pas, vous aurez les informations qui peuvent vous manquer. On va commencer par le commencement et vous présenter rapidement le CFA régional agricole public en PACA. Donc, le CFA régional agricole public existe sous cette forme-là depuis plus de 10 ans maintenant. C'est un établissement qui accueille plus de 2000 apprentis par an. Nous avons actuellement 14 sites de formation. Vous pouvez le voir sur la petite carte. À chaque fois que vous voyez un petit logo blanc, c'est que nous sommes représentés. Donc, on a plus de 14 sites de formation. On est sur les 6 départements de la région PACA et plus d'une quarantaine de formations en agriculture au sens large, y compris travaux paysagers, équitation. Enfin, je vous encourage à aller sur le site internet pour voir la totalité de nos formations. Aujourd'hui, nous sommes là parce que prendre un apprenti, c'est avant tout prendre un engagement, et notamment un engagement de formation, mais aussi l'engagement de mettre en place un maître d'apprentissage, donc soit l'employeur est lui-même un maître d'apprentissage, soit c'est un de ses salariés, et un maître d'apprentissage à qui on accorde du temps pour pouvoir se former et s'informer, et un maître d'apprentissage qui notamment fera la liaison avec l'unité de formation par apprentissage. L'unité de formation, c'est là où votre apprenti va en formation, puisque je vous rappelle que l'apprentissage, c'est une partie de la formation se fait en entreprise, donc vous êtes responsable, et une partie de la formation se fait au centre de formation. Et là, vous êtes forcément sur un des 6 départements que je viens de citer, et donc sur un des 14 établissements qui travaillent avec nous. Vous allez voir que quand on parle de maître d'apprentissage et donc d'obligation des employeurs, il n'y a pas grand-chose qui change entre un employeur d'apprenti et un employeur de salarié. Pas au niveau réglementaire. Là où ça va changer, c'est au niveau pédagogique, c'est sur l'accompagnement que vous allez devoir faire avec ce jeune, puisqu'effectivement, c'est un salarié qui n'est pas encore pleinement formé, qui a donc besoin d'accompagnement. Et là, vous avez toute une mission de pédagogie à faire et que vous faites très bien en lien avec l'établissement de formation. Donc là-dessus, je vous encourage à vous rapprocher du service pédagogique de votre établissement. Mais aujourd'hui, on va parler surtout de la partie réglementaire, de qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un apprenti. Tout simplement, avoir un apprenti, ça veut avant toute chose dire avoir un salarié. Donc, ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'être employeur. Et quand on regarde les employeurs de nos apprentis, souvent on découvre que prendre un apprenti, c'est votre première entrée, souvent, pas toujours, mais c'est votre première entrée dans le monde de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est votre premier salarié. Et il y a tout un tas d'obligations qui ne changent pas, qu'il s'agisse d'un employeur, qu'il s'agisse d'un employé ou d'un apprenti. À la fin de chaque épisode, je vous laisserai un temps si vous avez des questions que vous souhaitez poser. Vous n'hésitez pas à utiliser le petit question-réponse et je traiterai toutes les questions au fur et à mesure des diapositives. Hein. Donc, la première des obligations, ça peut paraître évident, mais il faut toujours commencer par les évidences, c'est de remettre la fiche de paye. Alors, certes, une fiche de paye est obligatoire, je pense que ça, tout le monde l'a compris, mais sa remise périodique l'est aussi. On ne délivre pas les fiches de paye 6 mois par 6 mois, voire à la fin du contrat. Vous vous engagez à une périodicité comme la paye, qui doit être régulière, et c'est quelque chose qui doit être fait tous les mois. Vous avez également ce qu'on appelle la mutuelle. Depuis 2016 maintenant, donc vous voyez, ça commence à dater. Les employeurs doivent proposer une couverture complémentaire santé à tous leurs salariés.
et à partir du premier salarié. Si on considère que l'apprenti est un salarié, ce qui est le cas, même si vous n'avez qu'un apprenti, vous devez mettre en place une proposition de couverture complémentaire de santé. Le seul cas où votre apprenti pourra s'en dispenser, c'est si et seulement si la cotisation que vous proposez est supérieure à 10% de son salaire, comme tous les salariés d'ailleurs. Et dans ce cas-là, c'est lui qui vous fait la demande par écrit de dispense d'adhésion, mais vous devez forcément proposer une couverture santé, autrement dit une mutuelle. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre assureur pour faire le point si ça n'est pas déjà fait. Quand on a un apprenti, on a aussi l'obligation, comme pour les autres salariés, de délivrer les paniers repas et tous les autres avantages qui peuvent relever de votre convention collective. Je le rappelle, la convention collective, elle n'est pas liée au métier, mais bien à l'activité que vous déclarez et comment vous avez rattaché votre activité. Je vous donne un exemple. On peut avoir un apprenti jardinier qui travaille dans les jardins d'un camping. La convention collective ne sera pas les espaces verts, mais sera bien hôtellerie, restauration, enfin il y a un titre particulier pour les campings. Mais donc, moi, je ne peux pas vous dire par métier quelle est la convention collective. C'est vraiment vous qui êtes responsable de ça et c'est vous qui devez le savoir. Et dans votre convention collective, il est notamment notifié les paniers repas, les frais de déplacement, leur prise en charge, comment c'est pris en charge. Et vous avez donc les MG, pour ceux qui ne savent pas, c'est le minimum garanti. Le minimum garanti, c'est une valeur de référence pour calculer effectivement certains avantages, frais professionnels. Voilà, donc Cindy Delanel, MG, ça veut dire minimum garanti. C'est fixé par l'inflation, par la loi, au même titre que le SMIC, et c'est réévalué à peu près de la même façon. Donc, minimum garanti. Et voilà, certains trajets, telle distance sont couverts à 2 MG, 3 MG. Ça, vous le verrez dans votre convention collective. Donc, je vous encourage à vous rapprocher de votre convention collective, de votre chambre consulaire ou du syndicat d'employeurs dont vous faites partie. Tous ces organismes-là pourront vous détailler vos droits et devoirs sur la convention collective. Convention collective, qui nous verrons un peu plus tard, doit être disponible pour votre salarié. À partir du moment où vous avez un apprenti, vous avez un salarié. Si vous avez un salarié, vous devez avoir un document unique d'évaluation des risques professionnels. Ce document unique, il est obligatoire depuis 2000 ans. Donc, ce n'est pas nouveau, encore une fois, mais tant que vous travaillez seul, vous n'avez pas de document unique à produire. Ça peut être intéressant, mais vous n'avez pas l'obligation, du moins pas la même. Mais ce qui veut dire que vous vous privez de boîte d'intérim, de faire intervenir enfin, voilà. Mais si vraiment vous n'en avez pas et que vous n'avez pas de salarié quelconque, c'est pas bloquant. Par contre, à partir du moment que vous avez un salarié, vous devez avoir un document unique de prévention des risques. Document unique de prévention des risques, c'est pas très complexe à rédiger dans un premier temps, sachant que vous pouvez toujours être accompagné, notamment par la MSA. La MSA, ils ont un service de prévention qui est vraiment très efficace et très opérationnel. Et ils peuvent rapidement vous aider dans la mise en place de ce document unique. Ce document unique doit être mis à jour au moins une fois par an. Et donc, je vous explique rapidement ce que c'est que l'évaluation des risques. Ça veut dire que vous allez faire le tour de votre entreprise et de votre activité et vous allez évaluer la totalité des risques de la marche mal indiquée, à la rambarde branlante ou au fait de faire des travaux à hauteur. Le principe du document unique, ça va être, une fois l'inventaire fait, ça va être de chercher à supprimer les risques. Vous cherchez à supprimer au maximum les risques. C'est-à-dire, est-ce que je peux supprimer un risque, on fait un détour, on passe plus par la marche, j'ai interdit l'accès à la marche, une bêtise. Si vous pouvez le supprimer le risque, vous devez le faire. Si vous ne pouvez pas le supprimer, vous devez mettre en place une protection collective, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépend pas de l'individu, qui soit en place, une rambarde, voilà, qui garantisse la sécurité de vos salariés. Si vous ne pouvez pas parce que vous ne le souhaitez pas, mais parce que techniquement, ça n'est pas possible, alors, et seulement alors, vous avez recours à ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc, vous comprenez où je veux en venir, c'est que les équipements de protection individuelle, vous êtes le seul, vous, employeur, à pouvoir nous dire lesquels ils sont. Parce que quand on me téléphone en me demandant je suis jardinier, quels sont les EPI que je dois fournir à mon salarié,
je ne peux pas répondre de manière générique parce que les EPI ne seront pas identiques à tous les jardiniers, bien qu'il y ait des points communs, il y aura quand même des choses différentes. Je vous rappelle que les équipements de protection individuelle, pour faire simple, les chaussures coquées, protégées, c'est à l'employeur de les fournir à son apprenti et à son salarié. C'est à l'employeur de montrer comment on utilise correctement, de s'assurer que l'équipement fourni corresponde bien. Si les gants sont trop petits ou trop grands, ça peut vous être reproché. C'est aussi à vous d'en assurer l'entretien et le renouvellement. Alors, bien évidemment, on parle d'un entretien et d'un renouvellement normal, une usure normale. Si vous partez le vendredi et que le lundi, votre salarié a les chaussures pleines de peinture rose parce qu'il a passé le week-end à faire du paintball, vous pourrez le lui reprocher. Mais si au bout de 6 mois d'utilisation, la chaussure se dégrade et que manifestement, c'est la qualité de la chaussure ou c'est l'intensité du travail, vous devrez le renouveler. Il n'y a pas de délai de renouvellement, c'est vraiment en fonction de l'usure. Et en matière de prévention des risques, je vous le dis, vous avez une obligation de résultat et pas de moyens. C'est-à-dire qu'au-delà de fournir les premiers équipements que vous êtes obligé de fournir, pardon, les équipements de sécurité, vous êtes obligé de fournir des équipements, comme je vous le disais, conformes et corrects, qui fonctionnent. C'est-à-dire que si les gants sont trop petits, on considère que vous n'avez pas rempli votre obligation. Mais vous avez également l'obligation de vous assurer qu'ils soient portés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter de dire il faut porter les gants sur telle activité. Si vous vous rendez compte que l'employé de l'apprenti ne porte pas les gants au moment de l'activité, vous devez le lui signaler, voire le sanctionner. Les tribunaux suivent les employeurs qui sanctionnent les salariés pour défaut de port de pays. En cas d'accident, votre responsabilité pourra être recherchée si on démontre que de manière récurrente, le salarié ne porte pas ses EPI au vu au-dessus de tout le monde et que rien ne lui a été dit. Donc, vous avez vraiment une responsabilité, une obligation de résultat, mais vous avez aussi la marge de manœuvre qui va avec. Vous avez toute une série d'affichages obligatoires. Un petit panneau de cet acabit qui reprend toute une série d'affichages obligatoires. Alors, celui-ci, je me le suis procuré auprès de la MSA. Donc, il y a plein de choses à afficher, notamment les horaires, le lieu où on peut consulter la convention collective, des informations sur l'égalité professionnelle, la lutte contre les discriminations, les horaires, j'insiste, les horaires doivent être affichés. Sinon, en cas de contrôle de l'inspection du travail, vous pouvez vous retrouver en difficulté. Donc, je vous encourage à faire le point avec votre MSA, votre chambre consulaire et ou votre syndicat pour faire le point sur les obligations d'affichage. Elles sont nombreuses. L'affichage doit être fait dans un lieu, bien évidemment, accessible et évident pour les salariés. À partir du moment où vous avez un employé, donc un apprenti, vous devez avoir du matériel conforme et vous assurer que tout ce que vous utilisez est conforme, notamment, par exemple, les normes électriques. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous accueillez du salarié, vous devez tous les 2 ans pratiquer un contrôle de conformité des normes électriques. De la même façon, à partir du moment où vous avez un salarié, vous devez distinguer entre le matériel qui fonctionne et le matériel qui est conforme. Vous pouvez avoir du matériel qui fonctionne, qui date et qui n'est plus aujourd'hui conforme. Alors, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous interdisez clairement aux salariés et donc à notre apprenti d'utiliser ce type de matériel, soit vous faites la mise en conformité. A priori, toutes les machines peuvent être mises en conformité pour un coût plus ou moins élevé, ou dernier cas de figure, vous changez votre matériel. Mais voilà, en tous les cas, quand vos salariés ne peuvent toucher que du matériel conforme aux dernières normes. Donc attention là-dessus, je le sais particulièrement, enfin en agriculture, on a des machines qui fonctionnent très longtemps, qui sont bien entretenues, et vous pouvez avoir des machines où les cardans sont apparents, enfin des choses qui étaient tout à fait possibles il y a quelques années, qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc en particulier sur nos apprentis, mais également sur vos salariés, n'hésitez pas à faire un contrôle aussi de la MSA sur votre matériel et de vous assurer que tout est en conformité.
vous avez le pouvoir disciplinaire. Votre apprenti, pardon, votre apprenti, votre salarié, donc y compris quand il est en entreprise, en formation, il est sous votre responsabilité en tant qu'employeur. Et donc, vous allez être plus ou moins souvent, selon l'apprenti que vous allez être interpellé par votre centre de formation pour parfois des rappels à l'ordre ou des problématiques qu'on puisse poser en centre, parce que c'est vous qui avez le pouvoir disciplinaire, c'est vous qui versez la paye, c'est vous qui avez le pouvoir disciplinaire. Vous êtes signataire au contrat, nous ne le sommes pas, donc vous devez exercer votre pouvoir disciplinaire, y compris quand il est en centre. Je vous encourage, pour ceux qui ont un apprenti en début de formation, à être vigilants sur les absences. Ce qui se passe souvent, c'est que les jeunes sont moins assidus en centre de formation. Le centre de formation vous informe de ces absences, mais ma foi, c'est un bon élément et ça ne vous impacte pas dans votre activité, donc vous ne relevez pas. Si vous ne mettez pas un coup d'arrêt en disant attention, si tu ne vas pas travailler, tu n'es pas payé, et quand tu vas en entreprise, quand tu vas en formation, tu es payé parce que c'est du temps de travail, vous risquez d'expérience, parce que moi je traite que les cas qui tournent mal, hein, de vous retrouver au bout d'1 an et demi ou 2 ans de contrat avec un jeune qui pratique le retard, voire l'absence assidûment, où vous m'appelez en me disant mais comment je peux sanctionner quand il n'était pas en centre il y a 2 ans? On ne peut plus. On ne peut pas sanctionner ad vitam aeternam. Donc, si votre apprenti est absent en centre, vous en êtes informé et nous vous encourageons à appliquer les textes, à savoir quand un salarié est absent, on le déduit de sa paye. Il ne s'agit pas d'une sanction, il s'agit simplement d'appliquer. Et vous avez le pouvoir disciplinaire qui va de l'admonestation jusqu'à éventuellement le licenciement pour faute, c'est pas ce qu'on vous souhaite, mais entre les deux, il y a l'avertissement, le blâme ou au moins un recadrage. Donc, de la même façon que certains employeurs nous interpellent en nous disant faites quelque chose, on n'arrive pas à tenir l'apprenti, nous, on n'a pas de pouvoir disciplinaire. Donc, on ne peut pas faire ça, puisque c'est vous qui avez le pouvoir disciplinaire. De la même façon, on va parfois vous interpeller en vous disant attention, votre apprenti n'a pas l'attitude qui convient en formation. Et vous serez interpellé alors, là où parfois les parents ne le seront pas. Hein. Si on a un apprenti majeur, les parents ne sont plus dans l'échange, alors que vous restez le responsable de votre apprenti. Et enfin, à partir du moment où vous êtes employeur d'un apprenti ou d'un salarié, vous devez réaliser la DSN. Pardon, la déclaration sociale nominative. La déclaration sociale nominative, c'est un fichier mensuel qui est produit à partir de la fiche de paye et qui permet de communiquer les informations nécessaires pour transmettre toutes les cotisations. C'est un outil de simplification, ça n'y ressemble pas forcément, mais c'est une télétransmission. Par contre, c'est une transmission unique et dématérialisée qui va permettre en une fois de payer toutes les cotisations. Le problème, c'est que cette opération, elle est entièrement dématérialisée et qu'elle nécessite un logiciel qui, a priori, n'est pas à la portée du KIDAM. Donc, soit vous avez un comptable et c'est lui qui pratique cette DSN, soit vous n'avez pas de comptable et vous devez vous rapprocher de la MSA ou de l'URSSAF pour pouvoir mettre en place TESA+, ou TESE. Donc, TESA+, pour la MSA et TESE pour les URSSAF sont des logiciels mis à disposition pour vous permettre la rédaction des fiches de paye et notamment la DSN. La DSN fonctionne aussi sur la TESA+, pour les apprentis. Ça n'était pas forcément le cas au début, mais aujourd'hui, ça fonctionne aussi pour les apprentis. Je sais des retours que j'ai pu avoir sur certaines réunions que ça n'est pas toujours très efficace, mais en tous les cas, ça a le mérite d'exister. On fait une petite pause sur cette diapositive qui est désormais terminée. Est-ce que vous avez une question sur l'un des points que nous venons d'aborder? Je vous laisse le temps de la rédiger quand même. Ça me permet aussi de me réhydrater. Alors, oui. Allez-y, Madame Moreau, vous avez levé la main. Si vous voulez prendre la parole ou écrire.
Allez. Madame Moreau, je vous écoute. Ah non, ça ne veut pas marcher. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Et oui, je vous écoute, Madame Moreau. Là, vous m'entendez? Pas très bien, mais peut-être que c'est moi qui ai un souci de son. Désolée, Euh, hein, on n'est pas toujours très efficace. Allez-y, Là, est-ce que vous m'entendez mieux? oui, je vous entends un peu mieux. Dites-moi. J'ai une question. Nous, on a une apprentie depuis cette année, mais on est une association et on n'a pas de locaux. Donc, quand vous dites avoir un affichage obligatoire, du matériel conforme, jusqu'où il faut qu'on aille? C'est-à-dire le matériel qu'elle utilise, c'est le matériel qu'on met à disposition parfois ou qu'elle prend, elle fait du télétravail. L'affichage obligatoire, par exemple, je vois pas comment on peut le faire puisqu'on n'a pas de locaux. Est-ce que vous avez... Vous n'avez pas de siège social, aucun endroit où vous faites une réunion Non. En Bah, fait, on fait à plein d'endroits différents, on est nomades. moi, vous avez un site internet? Non. Alors, vous avez une adresse mail professionnelle peut-être? Oui, Je vous encourage à au moins envoyer ces informations donc d'affichage par mail d'accord, et d'en garder la trace. d'accord. Comme quoi, et peut-être de faire une information régulière tous les 2 ans, tous les ans, vous voyez, en rappelant comment on peut consulter le document unique, ce genre de choses. Après, le matériel, qu'il soit mis à disposition ou pas, il doit être conforme, hein. Oui, Ça, c'est à vous de vous en assurer. oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Mais par contre, D'accord. pour la question de l'affichage, euh, enfin, en tous les cas, il faut trouver un moyen. C'est surprenant que vous n'ayez aucun locaux, parce que normalement, vous avez un siège social quand même, une adresse. Oui, mais vous savez, dans les associations, comment c'est, on a un siège social, mais c'est la maison d'un des administrateurs. Et en fait, D'accord. Et vous avez quand même un salarié, puisque si vous avez un apprenti, c'est que vous avez un salarié. on a un apprenti seulement. Vous avez que l'apprenti. Et qui est maître d'apprentissage de ce salarié? Ben, on est plusieurs. D'accord. Oui, Vous êtes des bénévoles employeurs, maître oui, oui, d'apprentissage. oui, oui. Normalement, il faut être salarié, hein. Les bénévoles ne peuvent pas être maître d'apprentissage, hein, Madame Moreau. Il est prévu par les textes que normalement, il faut être salarié pour pouvoir être maître d'apprentissage. OK. Voilà, mais en tous les cas, pour revenir à la question qui nous intéresse, assurez-vous que l'information soit transmise. On pourra vous reprocher de ne pas avoir respecté la règle à la lettre, mais en tous les cas, il faut que l'information arrive et que votre personnel ait la totalité des informations. Un D'accord. support Internet, ça peut être une solution, mais en tous les cas, au moins un mail, si vous avez Ouais. une adresse professionnelle, au moins un mail sur lequel on puisse consulter les informations. D'accord, super, merci. De rien. Je vous désactive, hein, désolé. Alors, Pascal Muller? Non, Oui, oui, Pascal Muller. Voilà, oui, je vous entendu. Bonjour. écoute. Alors, deux choses. Niveau affichage obligatoire, moi j'ai un peu le même souci parce que mon siège social, c'est mon domicile. Et j'ai juste un local où, enfin, j'ai deux garages où on stocke le matériel. Mais je crois il n'y a pas un minimum de salariés à avoir pour un affichage obligatoire, il me semblait. Non, ils ont le droit, ils doivent connaître les conventions collectives de la même façon. Il a le droit à l'information. Vous avez un local, vous m'avez dit? Oui, c'est un local de stockage en fait, mais on n'y Bah, travaille pas vraiment, on fait qu'y passer en fait. l'apprenti a accès à ce local. Oui, oui, il est toujours avec moi quand on travaille, donc Voilà. Et puis, vous, encore une fois, vous lui envoyez les informations par mail. L'important, c'est qu'il ait les informations. La plupart des apprentis que j'ai au téléphone, monsieur, ne connaissent même pas leur convention collective et ne savent pas comment y avoir accès. d'accord. Donc ça, faut que je lui Normalement, ils envoie, il doivent faut que avoir je lui un lieu de envoie le communication. DUR. Pardon? Donc, il faut que je lui envoie la convention collective et le Ou au moins DUR, c'est ça? l'information sur comment la trouver. Pas forcément la convention collective en son entier, mais lui dire le numéro de cette convention collective, lui dire comment il peut consulter le document unique de prévention d'évaluation des risques, où est-ce que tout ça est mis à disposition. D'accord. Mais ça, j'en ai pas encore fait. Je l'ai embauché début octobre, mais je sais même pas quoi rédiger là-dedans parce qu'en fait, sur le site de l'UNEP, par exemple, il propose quelque chose, mais après, il faut compléter. Donc, Oui, c'est ça. c'est un Alors, peu moi, compliqué, ouais. vous me parlez de l'UNEP, donc moi, je vous encourage à vous rapprocher de votre MSA. Il y a des préventeurs qui font des ateliers rédaction de documents uniques. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'en une séance, vous pouvez avoir un premier jet de documents uniques. Et c'est vraiment important, ça, monsieur, hein. Ouais, je sais que c'est obligatoire, Non, mais mais c'est surtout que pas vous mettre en porte-à-faux. Donc, il vaut mieux avoir quelque chose de rédigé peut-être de manière un peu succincte, mais qui existe.
et ça vous permet déjà de lever les plus gros freins. Et là-dessus, les MSA sont souvent très performantes, ils ont l'habitude, hein. Donc, D'accord. n'hésitez pas à vous rapprocher de votre MSA. D'accord. Et j'ai une deuxième question concernant la mutuelle obligatoire. Donc, Oui, ma comptable lui a fait souscrire à Agrica, donc ça n'y a pas de problème. non, Mais sa mère me dit qu'ils ont une mutuelle et qu'ils préfèrent avoir leur mutuelle pour avoir moins de paperé. C'est je possible? comprends, mais c'est pas un argument. Ça n'allait plus. Donc, c'est pas Je possible. Il est comprends, obligé de hein, vous n'êtes pas conserver le sa seul dans ce mutuelle. cas-là, hein. Mais non, il est Il est obligé de salarié, conserver Agrica, donc. pardon? Il est obligé de conserver Agrica. Oui, sauf si la cotisation s'élève à plus de 10%. Plus de 10% de son salaire, il faut que je regarde ça. Oui, D'accord, ok. Bah, c'est tout. Merci. de rien, je vous désactive, hein, désolé. D'accord. Alors maintenant, Monsieur Schmitt, Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur l'intervention de Madame Moreau. je vous entends pas très bien, monsieur, juste un petit peu plus fort. Je voulais rebondir sur l'intervention de Madame Moreau, pendant laquelle vous avez dit que le maître d'apprentissage devait être salarié. Oui, OK. Est-ce que vous pourriez nous donner la liste de ces prérequis? À pour être savoir, maître d'apprentissage, oui, à alors savoir s'il faut avoir un diplôme minimum, d'accord, pas de certaines problème, ça je peux le années faire. Pour d'expérience. être maître d'apprentissage, il faut être salarié ou chef de l'entreprise ou conjoint de l'entreprise. Enfin, du maître, du chef d'entreprise. Il faut avoir un diplôme équivalent à celui dans lequel on souhaite recruter l'apprenti. Donc, CAP niveau CAP, BTS niveau BTS, plus une année d'expérience professionnelle dans le milieu ou 2 années d'expérience professionnelle au niveau du diplôme. Il y a parfois, et je mets un gros bémol, et je ne peux pas m'avancer là-dessus, il peut y avoir, selon l'OPCO, selon la convention collective dont vous dépendez, il peut y avoir d'autres conditions. Dans ces cas-là, moi, je ne peux pas toutes vous les citer. Je vous dis, par exemple, c'est l'exemple le plus courant que j'ai. Dans tout ce qui est hôtel, si vous dépendez d'une convention hôtellerie-restauration, il y a un permis pour être maître d'apprentissage, un permis de former, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire la formation avant de pouvoir prétendre être maître d'apprentissage. Ça, c'est les conditions qui sont posées par les conditions collectives, par les conventions collectives, et à défaut, à minima, c'est les conditions que je vous ai données. 2 ans d'expérience professionnelle ou le diplôme équivalent et une année d'expérience professionnelle. D'accord. J'ai été claire? Oui, absolument. Mais est-ce qu'on peut déléguer cette charge à un salarié? Tout à fait. À partir du moment qu'il remplit les conditions que je vous ai données, à savoir l'expérience professionnelle 2 ans ou le diplôme et une année d'expérience professionnelle. Vous pouvez non seulement la déléguer, mais vous pouvez aussi désigner plusieurs maîtres d'apprentissage. N'hésitez pas d'ailleurs à désigner, si vous avez les salariés, à désigner deux maîtres d'apprentissage qui permet de varier l'activité, mais aussi en cas d'absence de l'un, de pouvoir suppléer. D'accord. Et dans ce cas-là, si on désigne une autre personne que soi-même ou plusieurs autres, est-ce qu'il faut le faire savoir au centre de formation? Oui, alors il faut surtout le faire savoir à votre contrat d'apprentissage. Quand vous rédigez votre contrat d'apprentissage, vous précisez le nom des maîtres d'apprentissage. Et donc, si vous faites il y a 2 solutions. Soit vous déléguez en restant le maître d'apprentissage et ça reste interne à votre établissement. Soit vous voulez réellement désigner un deuxième maître d'apprentissage. Et si vous voulez désigner un deuxième maître d'apprentissage, il faut faire un avenant au contrat. Si c'est juste une organisation interne, vous l'indiquez dans vos fiches de service. Par contre, si c'est un deuxième maître d'apprentissage avec les responsabilités du maître d'apprentissage qui puisse s'occuper seul du jeune sur du long terme, je ne parle pas d'une mission de 2 heures où vous le confiez à un chef d'équipe pour faire une tâche bien précise où il a été encadré. Hein. Je parle de quelque chose de plus long. Dans ces cas-là, il faut un deuxième maître d'apprentissage désigné au contrat. Ok. Si, par exemple, si je n'ai pas le diplôme bac pro, je ne peux pas prendre Vous n'avez pas le diplôme? en bac pro. Si je n'ai pas le diplôme bac pro, Oui. ok, donc je ne peux pas avoir un apprenti Si en ça bac fait 2 pro. ans ça fait combien de temps que vous exercez? 15. Bon, ça devrait aller. D'accord. Vous avez l'expérience, il n'y a pas de souci. Vous avez une attestation à remplir comme quoi vous avez l'expérience professionnelle et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok. D'accord. Même si c'est un BTS?
A priori, si vous faites des activités en lien avec les BTS, sans aucun souci. Ce que vous ne pouvez pas, monsieur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'apprentissage, il sert à former un jeune. Donc, vous devez déjà avoir la compétence dans l'entreprise. Vous voyez, on ne peut pas prendre on va prendre un exemple vraiment qui ne colle pas pour bien qu'on comprenne. Hein. Vous ne pouvez pas prendre une licence pro en communication parce que vous voulez développer la communication de votre entreprise et que vous n'avez aucune compétence en communication. D'accord. Parce que là, vous ne pourrez pas accompagner ce jeune. Là, vous êtes plutôt sur du stage. Il y a voilà. Là, c'est parce que vous avez une compétence, que vous êtes au quotidien dans les activités du BTS, c'est-à-dire, enfin, je ne rentre pas dans les détails parce que je ne les connais pas, mais vous êtes chef d'équipe, vous êtes, voilà. C'est parce que vous avez ces missions-là et que vous avez besoin d'un salarié de ce niveau-là que vous pouvez former ou pas un BTS. Vous comprenez la différence? Absolument. Voilà, ça va vraiment être quelles sont vos missions, quelles sont vos activités. Si vous avez des activités qui correspondent, et ça vous faites le point avec votre centre de formation, là, qui correspondent à des activités de BTS, et avec 15 années d'expérience, on n'est pas inquiet, ça va bien se passer. Ok. Concernant la conformité du matériel, oui. Comment je sais que mon matériel est conforme? Alors, vous avez les informations sur le côté, là, NF, EN, Europe. Sinon, vous demandez pareil un audit à la MSA. Mais ça, c'est de votre responsabilité. D'accord. Mais comme vous disiez, il peut être en état de marche, mais pas conforme. Ah oui, on fait bien la distinction entre l'état de marche et la conformité. Hein. Donc ça, je vous encourage à regarder les petites étiquettes. Et puis, un indice, c'est aussi l'ancienneté du matériel. Hein. Quand il date un peu, c'est toujours bien d'aller faire des recherches. Oui, d'accord. Merci. Il peut y avoir même des aides au financement de la part de la MSA pour du renouvellement ou pour l'acquisition de matériel conforme. Hein. Donc, rapprochez-vous de la MSA. D'accord. Merci. Vous avez fini? Oui. Super, je me permets de vous désactiver et je passe la parole à Madame Pennec. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, du coup, j'avais une question puisque j'ai une maître d'apprentissage donc, qui est en charge d'un apprenti mineur et elle va partir en congé maternité. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que je fasse un avenant avec un autre maître d'apprentissage ou est-ce que ça se fait naturellement au sein de l'entreprise? Il faut vous désigner un autre maître d'apprentissage, surtout, vous voyez, d'où l'intérêt dès le départ, quand vous le pouvez, d'en mettre deux. D'accord. Voilà. Mais là, vous vous rapprochez du centre de formation, enfin du pôle contrat plus exactement, et vous désignez un deuxième. Peut-être que vous ne lui enlevez pas la compétence, quand elle va revenir, elle finira peut-être, mais peut-être au moins en désigner un second. D'accord. Et vous pouvez nous redire, est-ce qu'un salarié, il peut avoir un ou deux apprentis? Un salarié peut avoir deux apprentis. D'accord. Ça a changé parce qu'à un éventuellement moment, un redoublant. c'était un seul en fait. Échec à l'examen. J'ai pas entendu, pardon. J'ai l'impression que ça a changé puisqu'il me semble qu'avant, il n'y avait que le chef d'entreprise qui pouvait en avoir deux et que le salarié ne pouvait en avoir alors, qu'un. je ne sais pas, mais aujourd'hui, je peux vous dire que tous vos maîtres d'apprentissage peuvent avoir deux apprentis et éventuellement un redoublant. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter. Après, ça dépend de la taille de votre entreprise, mais il ne faut pas hésiter à doubler les maîtres d'apprentissage parce que ça peut permettre d'éviter, voilà, en cas d'absence de l'un, de devoir. Mais après, on fait un avenant, il n'y a pas. C'est pas très grave non plus. Hein. Ok, oui, non, je comprends l'intérêt. Super. C'est bon? Eh bien, très bien. Merci beaucoup. De rien. Alors, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Je vérifie sur mon petit truc, là, tout est bon. Souvent, les mutuelles... Oui, alors, Madame Pédec nous dit, je n'ai pas tout compris concernant les mutuelles. Souvent, ils sont sous leurs parents, tout à fait. Donc là, on parle des mineurs. Mais à partir du moment qu'ils sont salariés, ils deviennent eux-mêmes. On peut leur donner vous devez leur proposer une mutuelle. C'est le statut de salarié qui l'emporte sur celui d'enfant 2. Donc, justement, Madame Péleg nous donne la transition idéale des apprentis mineurs. Puisqu'effectivement, sur les apprentis mineurs, on a une vraie spécificité par rapport aux salariés lambda. Et donc, c'est intéressant de faire un petit focus. Alors, je vous rassure, ce ne sera pas bien long, mais quand même, de faire un focus sur les apprentis mineurs. Puisque les apprentis mineurs, ils ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires. C'est pas possible, sauf accord préalable de l'inspection du travail avec avis médical et à titre exceptionnel. D'accord? Si vous avez un apprenti mineur, il ne fait que ce type. Est-ce qu'un apprenti a le droit à des supplémentaires? Quelles règles? Je ne sais pas ce que c'est que des supplémentaires.
Vous êtes sur les heures supplémentaires? Développez la question. Ah, les heures supplémentaires. Donc, j'y viens. Un apprenti majeur a tout à fait le droit à des heures supplémentaires. Un apprenti mineur, non, pas d'heures supplémentaires, sauf accord préalable de l'inspection du travail et avis médical à titre exceptionnel. Il y a une exception qui a été introduite et elle est de taille pour nous, c'est les espaces verts, c'est les activités de chantier. On a fait remonter depuis des années que les activités de chantier étaient compliquées à adapter aux 35 heures, puisque souvent le vendredi midi, il fallait pratiquement abandonner les apprentis sur le bord de la route pour qu'ils restent dans leurs 35 heures. Donc pour les activités de chantier, dont les activités de chantier espace vert, l'employeur peut faire 5 heures, enfin peut demander 5 heures supplémentaires à son apprenti mineur sans accord préalable, sans autorisation, sans avis médical particulier, à la condition que ce soit le cas de ses salariés. Il ne faut pas qu'il n'y ait que l'apprenti qui soit victime du coup de ces heures supplémentaires. Mais si vous travaillez comme beaucoup en 39 ou 40 heures et que vous avez un apprenti mineur, que vous êtes en espace vert, que vous êtes sur du chantier de travaux paysagers, vous pouvez mettre en place des heures supplémentaires hebdomadaires sans pour autant avoir de démarche particulière à faire. Il n'y a dans ce cas-là aucune dérogation à faire pour les chantiers de travaux paysagers. Dans les autres cas, c'est à titre exceptionnel et avec accord préalable de l'inspection du travail et avis médical. Je vous rappelle que bien qu'il soit mineur, si on a moins de 16 ans, donc si vous avez un apprenti entre 15 et 16, par contre, pour celui-là, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Ni à titre exceptionnel, ni à titre de chantier. Moins de 16 ans, on ne fait pas d'heures supplémentaires. Une autre obligation que vous avez lorsque vous avez des apprentis mineurs, vous êtes employeur d'apprentis mineurs, vous devez faire ce que l'on appelle de manière incorrecte la déclaration machine dangereuse à l'inspection du travail. Je vous explique. Certains travaux sont considérés comme dangereux et donc interdits aux enfants. On considère que certains travaux peuvent nuire au bon développement physique ou mental de nos enfants. Et donc, c'est interdit aux mineurs. Je vous donne un exemple, la pornographie, on ne peut pas faire travailler un enfant dans la pornographie. On ne peut pas faire travailler un enfant dans tout ce qui est lié à la mort. Si vous faites de l'équarrissage, l'activité équarrissage, le jeune ne peut pas y participer de près ou de loin. On considère, à tort ou à raison, parce que certains exploitants agricoles me diront que leurs enfants ont vu des animaux morts depuis des années, mais tous ne sont pas dans cette situation, donc on ne peut pas. Par contre, le législateur avait bien conscience que pour apprendre le métier, certains travaux étaient nécessaires. Donc là, c'est un avantage par rapport à... Si vous prenez un salarié mineur, il ne pourra pas faire certains travaux qui seront ouverts aux apprentis mineurs, parce que l'apprenti est en formation. Donc, comme il est en formation, vous allez avoir une liste des travaux interdits auxquels on peut déroger. Je vous encourage à aller sur le site de la DRETS PACA, donc l'ancienne Direct, ou la MSA, où vous avez la liste des travaux dangereux et surtout un document pré-rempli qui vous permet de faire la déclaration en cochant simplement les activités que vous pratiquez et pour laquelle vous demandez une dérogation. Donc aujourd'hui, la procédure est assez simple depuis 2015. Vous remplissez ce document, donc qui vaut déclaration. Vous l'envoyez avec date certaine, c'est-à-dire accusé de réception, à l'inspection du travail dont vous dépendez. Et à compter de cela, vous pouvez mettre l'apprenti mineur sur les travaux réglementés. Pas avant, c'est dans cet ordre-là. D'abord, on déclare et ensuite, on met le jeune sur les travaux dits réglementés. Cette déclaration, elle doit être faite toutes les 3 ans. Et bien évidemment, s'il y avait une mise à jour, s'il y a des changements, il ne faut pas hésiter à faire une mise à jour dans les mêmes conditions. Vous gardez par deux vers vous l'avis médical qui autorise les machines dangereuses, le nom du jeune, les coordonnées de son référent sur ses missions, au cas où un contrôle de l'inspection du travail sur ce sujet
se présente. La déclaration machine dangereuse, par contre, elle concerne de 15 à 18 ans. Elle concerne également les jeunes de 15 ans. Quand on a un apprenti mineur, on doit lui donner 2 jours de repos, 48 heures, pas 35. Donc, il est obligé d'être en repos. Il ne travaille pas le dimanche. Un apprenti mineur ne travaille pas le dimanche, sauf certains métiers. À la dernière fois que j'ai regardé, les métiers auxquels nous formons en CFA régional ne relèvent pas d'accords collectifs de ce type. Donc, on peut dire que chez nous, il n'y a pas de travail le dimanche. Et oui, tout ce qui est hippique dans sa convention collective ne prévoit pas le travail le dimanche. Donc, pas de travail le dimanche. Donc, vous comprenez bien que puisqu'il n'y a pas de travail le dimanche, le repos hebdomadaire, de fait, il le samedi, dimanche, puisque si après le lundi, il va en formation, vous ne pourrez pas lui assurer ces 2 jours de repos hebdomadaire. Donc, par la force des choses, on va dire plus ou moins que le jeune, il a le week-end. Le repos journalier, c'est-à-dire le repos entre la fin d'activité et la reprise de celle-ci, est de 12 heures et pas 10. Je vous rappelle également que les apprentis mineurs ne travaillent pas de nuit, c'est-à-dire entre 22 heures et 6 heures du matin s'ils ont moins de 18 ans mais plus de 16 ans, ou entre 20 heures et 6 heures du matin pour les 15-16 ans. D'accord? Donc, un apprenti mineur, il se repose 2 jours, il ne travaille pas le dimanche, il a 12 heures de repos entre la fin de son service et la reprise de l'autre, il ne travaille pas la nuit, c'est-à-dire 22 heures, 6 heures du matin, s'il a plus de 16 ans, ou 20 heures, 6 heures du matin, s'il a moins de 16 ans. Ça peut arriver les prises de chantier à 5 heures, 5h30 parce que on a de la route à faire. Si votre apprenti est mineur, c'est normalement pas faisable. Et enfin, la grande différence, c'est que tous les jours fériés sont des jours chômés pour un apprenti mineur. Il n'y a pas de dérogation, sauf certains secteurs, les mêmes secteurs qui sont ceux du dimanche. Donc, manifestement, sauf convention collective spécifique, vous n'êtes pas, enfin, en tous les cas, nous ne sommes pas concernés. Un jour férié pour un apprenti est un jour chômé, ce qui n'est pas le cas pour les salariés. À part le 1er mai, en tant que salarié, les jours fériés ne sont pas forcément chômés. Mais pour un apprenti, il est forcément chômé, y compris le lundi de Pentecôte, pour ceux qui se posent la question. S'il est mineur, s'il est majeur, on n'a pas ce type de préoccupation. Voilà le point beaucoup plus succinct que je voulais vous faire sur les apprentis mineurs. Et donc, comme tout à l'heure, si vous souhaitez poser des questions, c'est le moment. Je finis de répondre à Guillaume Jouve. Donc, est-ce qu'un apprenti a le droit à des heures supplémentaires? Tout à fait. À partir du moment qu'il est majeur, dans les mêmes conditions que les autres salariés. Et bien évidemment, le calcul de l'heure supplémentaire se fait en fonction de son salaire. Monsieur Schmitt demande les autorisations de conduite du travail avec les autres. Alors, pouvez-vous nous parler des autorisations de conduite et du travail avec des machines dangereuses type tronçonneuse? Donc, comme je vous disais, la déclaration de machine dangereuse, elle doit être faite auprès de l'inspection du travail. J'insiste là-dessus. Vous ne pouvez mettre votre jeune que sur des tâches qui sont liées à son activité. On va prendre un exemple que les jardiniers d'entre vous pourront comprendre. Il ne peut pas y avoir de dérogation pour une élagueuse, puisque pour une élagueuse, il faut faire du travail en hauteur. Normalement, l'utilisation de l'élagueuse, c'est le travail en hauteur, et c'est surtout de l'élagage. Dans les diplômes d'espace vert, il n'y a pas d'élagage. Donc, il n'y a aucune raison que votre apprenti utilise une élagueuse. Donc, il n'y a pas de dérogation pour ce type de truc. Si vous êtes en restauration, bien évidemment, l'apprenti ne pourra pas utiliser un tracteur, même avec toutes les protections qui vont, parce que ça n'est pas dans le descriptif de sa formation. Il ne peut utiliser les machines dangereuses que dans le cadre du métier qu'il prépare. Les autorisations de conduite, c'est toujours l'employeur qui les délivre, Monsieur Schmitt, c'est la question que vous posiez. Donc, après une formation et une information au risque, comme pour les autres salariés, vous devez à chaque fois former et informer
vos salariés sur les risques et sur l'utilisation du matériel. Et pour les autorisations de conduite, c'est dans les mêmes conditions que les autres salariés. Je vous rappelle juste de mémoire, même si je ne suis pas spécialiste, que pour tout ce qui est tracteur, il faut impérativement des arceaux anti-retournement qui ne peuvent pas être rabattus et une ceinture de sécurité. Ce qui est différent pour les apprentis, pour les majeurs, où je sais qu'ils peuvent passer parfois avec des arceaux rabattus. Là, non, il faut un système anti-retournement. C'est pas négociable autrement. Voilà, pour mon apprenti à 15 ans, comment faire sans heures supplémentaires alors que nous sommes dans les espaces verts? Vous devez aménager, Monsieur Muller, votre emploi du temps de façon à ce qu'il reste dans les clous des 35 heures, en sachant que cette situation ne va pas durer, puisque rapidement, il devrait avoir 16 ans. J'ai quelqu'un qui levait la main, mais je l'ai perdu. Ah ben, c'était Monsieur Muller. Monsieur Muller, est-ce que vous voulez vous exprimer ou est-ce que c'était la seule question que vous aviez? Non, non, en fait, c'est toujours en rapport avec ça, c'est que c'est quasiment impossible de ne pas lui faire d'heures supplémentaires. C'est Mais compliqué dans le métier. je comprends la problématique, hein, mais c'est toute la difficulté de prendre un jeune de moins de 16 ans. Moi, je vous donne l'information. Après, on sait que c'est compliqué, et c'est pour ça qu'on s'est battu pour que dans les chantiers, ça soit élargi. Mais je vous rappelle que, enfin, normalement, c'est jusqu'à 16 ans l'école obligatoire, donc c'est vrai que pour les 15 ans, ils sont plus vigilants. Et d'ailleurs, vous devez avoir des problèmes à lui payer ces heures supplémentaires. Bah, non. Enfin, c'est Votre ma comptable, comptable qui. Pardon? votre comptable n'a rien dit. Non, mais je sais même pas si elle le sait parce que tout ce qui est MSA, elle connaît pas trop. Je suis son seul client MSA, donc Ah, c'est pas en d'accord. rapport avec ça. Mais non, elle m'a rien dit en rapport avec ça. Bon, après, voilà, moi, je suis pas juge, je suis pas inspecteur, je contrôle pas, j'irai pas vous dénoncer. Enfin, voilà, si vous Oui, êtes non, en non, bonne entente avec j'entends l'apprenti, bien, bien que sûr. voilà, sachez juste que enfin, c'est hors les clous, D'accord, ça marche. Merci. de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je baisse les mains. Question-réponse. J'en ai une deuxième. Voilà, Mathieu Schmitt. Et pour une tronçonneuse qui est utilisée avec les deux pieds à terre, contrairement à une élagueuse. Alors là, de mémoire, je suis désolée, mais je vous le garantirai pas. Si c'est dans les outils, il me semble que c'est faisable, mais ça, il faut que c'est après déclaration machine dangereuse. Et c'est surtout qu'il faut que les deux mains soient obligatoires. Vous savez, il y a un système de sécurité qui empêche l'utilisation à une main. Il me semble que vous pouvez déroger pour un plus de 16 ans, mais je m'y engagerai pas. Si vraiment vous voulez la réponse et que vous voulez que ce soit moi qui vous la donne, je vous encourage à me contacter au 04 92 38 20 70 et je ferai une recherche plus poussée. 75, pardon. 75 à la fin, je ferai une recherche plus poussée pour que vous puissiez, pour que je puisse vous répondre. Mais là, il y a trop d'éléments pour que je puisse répondre. Excusez-moi, je reste sur du général, mais je vous apporterai la réponse, je vous dis bien volontiers. Et j'essaierai de l'avoir à disposition pour la prochaine réunion, parce que peut-être que quelqu'un d'autre me la posera. Voilà ce que je voulais vous dire sur les apprentis mineurs. S'il n'y a pas d'autres questions, on va avancer. Donc, on fait un petit point sur les aides aux employeurs. Donc, vous savez, vous avez signé votre contrat cette année. On a dû vous parler d'une aide exceptionnelle ou normale, enfin bon, d'une aide de 6 000 € maximum pour l'embauche d'un apprenti. Donc, si vous avez un contrat signé 2023, vous ne toucherez que maximum 6 000 € pour la première année de formation. La bonne nouvelle, c'est que comme nous sommes encore en 2023, vous toucherez quel que soit le niveau du jeune, y compris après le bac. Donc, juste un petit schéma pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous signez le contrat, vous l'envoyez au CFA. Nous allons le traiter, ou nous l'avons déjà traité. Ensuite, vous voyez que nous le transmettons, c'est la partie rouge, à l'opérateur de compétences. L'opérateur de compétences est l'organisme qui est notamment chargé de payer la formation de votre contrat, mais également de déposer le contrat d'apprentissage auprès de l'organisme du ministère qui va enregistrer ce contrat et en faire un contrat d'apprentissage. Là, on est déjà à l'étape 6. Et c'est uniquement à cette étape 6 que l'ASP
l'agence des services et paiements va prendre connaissance de votre contrat. Il va alors vérifier et instruire le dossier. Et si vous êtes bien éligible au dossier, à l'aide, il mettra en place, à l'étape 8, le versement de la prime. Le versement étant mensuel, c'est-à-dire 1/12 de la prime, c'est-à-dire 500 € par mois, pour la première année maximum de contrat. À la condition, et on revient à notre première diapositive, à la condition que la DSN soit réalisée. C'est votre DSN qui va déclencher le paiement de votre prime. Si pour une raison ou pour une autre, vous ne faites pas la DSN, la prime ne sera pas déclenchée. Si vous déclarez, si vous envoyez une DSN à 0, c'est-à-dire que vous n'avez versé aucun salaire sur un mois entier, l'aide sera suspendue. Donc, on va prendre. Non, merci. Non, merci. Excusez-moi. Donc, on va. Où en étais-je? Donc, il faut absolument que votre comptable ou vous-même procédiez à la DSN tous les mois. Il peut y avoir, et c'était le sens de cette flèche, il peut y avoir du retard, bien évidemment, les premiers mois, le temps que l'ASP traite votre demande, vous êtes peut-être encore en attente. Nous n'avons aucun pouvoir d'action sur cette demande. Vous voyez bien qu'une fois que nous avons transmis à l'OPCO, nous perdons la main. Vous êtes normalement contacté, vous recevez un mail SYLAE, S-Y-L-A-E, qui vous demande votre RIB, et à partir de ce moment-là, l'aide sera mise en place. Vous n'avez rien à faire sur SYLAE, mais par contre, vous devez faire la DSN. Si votre dossier prenait vraiment un retard excessif, ou si vous avez des questions tout à fait légitimes, il faut vous munir de votre numéro de SIRET et appeler l'ASP au 0809 549 549. Sauf que moi, quand je les appelle, comme je ne suis pas vous, ils ne me répondent pas. Ils répondent par numéro de SIRET. Donc, si vous aviez des questions ou des problématiques sur le versement de votre aide, allez voir l'ASP au 0809 549 549. Donc, je résume. Si vous avez signé un contrat en 2023, vous touchez 6 000 € la première année de votre contrat d'apprentissage, donc 12 mois maximum. Vous ne toucherez pas d'aide la deuxième année du contrat d'apprentissage et éventuellement la troisième. Pour les contrats qui ont signé précédemment, il y a encore un petit reliquat et en deuxième et troisième année pour les 2022. Si vous avez un contrat 2022, mais pas pour les 2023. Est-ce que vous avez des questions sur l'aide aux employeurs? Madame Moreau, comment je vous ai perdu? Voilà. Madame Oui, Moreau, merci beaucoup. Pourquoi on ne touche pas d'aide la deuxième année, s'il vous plaît? parce que le système a changé et que si vous avez un contrat signé en 2023, il n'y a plus d'aide, l'aide n'est prévue que sur une année de contrat. Merci. Vous avez un contrat 2023 ou 2022? 2023. Donc, vous avez 6 000 € maximum versés la première année sur les 12 premiers mois, Madame Moreau. Merci beaucoup pour cette information. De rien. Pas d'autres questions? Allez, on avance. On va évoquer un peu les ruptures parce qu'il faut bien savoir se quitter. Et se quitter, c'est parfois rompre. Donc d'abord, vous expliquez que vous signez votre contrat, il débute, tout va bien. Si, et je vous le souhaite, c'est l'essentiel de notre activité quand même, hein, le contrat arrive à son terme, votre jeune obtient son diplôme, il va poursuivre sa vie active ou ou continuer les études, peut-être même avec vous, parce que ça nous arrive souvent que l'employeur du deuxième contrat d'apprentissage soit le même que le premier. Donc, ça, c'est quand tout va bien. Mais parfois, de votre côté comme du sien, ou pour des raisons indépendantes de notre volonté, il arrive que l'on ait des difficultés et qu'on soit obligé de mettre fin au contrat. Donc, déjà, on distingue la signature du début du contrat. La signature, comme vous le voyez sur mon petit schéma, elle est antérieure au contrat. Normalement, on signe le contrat avant de le débuter, c'est vraiment réglementaire.
une fois que votre contrat débute, il va débuter, c'est-à-dire que le jeune va commencer soit en entreprise, soit en formation. Attention, hein. Vous avez une période probatoire qui va s'ouvrir de 45 jours consécutifs ou non en entreprise. Pendant cette période de 45 jours en entreprise, la rupture peut être unilatérale, c'est-à-dire que l'apprenti peut mettre fin au contrat, l'employeur peut mettre fin au contrat. Aucun préavis ni motif n'est nécessaire. Comment on calcule ces 45 jours consécutifs ou non en entreprise, on prend un calendrier et on coche les jours où on a vu l'apprenti dans l'entreprise, où on a travaillé avec lui. C'est-à-dire que s'il était en formation, ce ne sont pas des jours en entreprise. S'il était malade, ce ne sont pas des jours en entreprise. S'il était en train de passer son permis de conduire, ce ne sont pas des jours en entreprise. S'il était absent sans justification, ce ne sont pas des jours en entreprise. S'il n'a pas travaillé pour cause d'intempérie, qu'il n'est pas venu, que vous ne l'avez pas vu, ça n'est pas des jours en entreprise. Par contre, si vous l'avez vu, là, on ne distingue pas journée ou demi-journée. Hein. Donc, si vous avez vu votre apprenti, c'est un jour où il était en entreprise. 45 jours en entreprise, ça peut faire long. Donc, si vous souhaitiez vous débarrasser vous séparer de votre apprenti, vérifiez que vous êtes dans le premier trimestre de contrat. Il est souvent possible encore de mettre fin au contrat de manière unilatérale parce que nous sommes encore dans les fameux 45 jours consécutifs ou non en entreprise. Dans ces cas-là, toujours un écrit et un écrit contresigné. Vous faites un courrier en disant nous mettons fin au contrat qui nous lie et vous lui faites soit en accusé de réception, soit remis en main propre, daté. Parce que la Cour de cassation admet qu'il n'y a pas de forme, mais qu'il est nécessaire que l'autre partie soit informée de la décision. Et il faut bien qu'on ait une date certaine de cette information. Donc moi, j'encourage au moins la remise en main propre, c'est-à-dire un document contresigné qui dit reçu le jour. Directement sur la lettre, pas sur une enveloppe. Hein. Une fois ces 45 jours passés, jusqu'à la fin du contrat, vous pouvez toujours rompre si vous êtes tous les deux d'accord, ce qu'on appelle rupture amiable ou rupture d'un commun accord. Si l'employeur et l'apprenti décident de se séparer, ils peuvent le faire. Si vous êtes d'accord pour rompre, dans ces cas-là, il n'y a pas de préavis ni de formalité particulière. Vous tombez d'accord sur une date, vous signez un document qui dit « Nous décidons d'un commun accord de mettre fin au contrat à telle date ». Vous signez, toutes les parties signent. N'oubliez pas les représentants quand il s'agit d'un apprenti mineur. Chacun repart avec un exemplaire. Et comme dans tous les cas où on impacte le contrat d'apprentissage, on informe immédiatement le pôle contrat et le centre de formation pour qu'on puisse nous transmettre à l'OPCO et mettre fin au contrat et prendre en charge le jeune dans sa reprise d'études ou dans sa réorientation. Et éventuellement même, si vous avez besoin de trouver un nouvel apprenti. Donc, rupture d'un commun accord, on choisit ensemble la date, pas de modalité particulière, un document commun signé par toutes les parties, en double ou triple exemplaire, et une copie adressée au pôle contrat et au service et au centre de formation. Avec la réforme, il y a d'autres cas qui ont été ouverts de rupture. Je ne vais pas détailler avec vous la liquidation judiciaire parce que je ne vous la souhaite pas et parce que si ça arrive, il sera toujours temps de nous téléphoner pour qu'on en reparle. Mais je ne vais surtout pas évoquer avec vous le cas du décès du maître d'apprentissage, seul employeur, du décès de l'employeur, maître d'apprentissage, seul salarié de l'entreprise, parce que c'est pas très gai et que je ne vous le souhaite pas non plus. Par contre, on va évoquer ensemble la démission de l'apprenti. C'est une nouveauté qui commence à dater, mais qui a maintenant 5 ans. Un apprenti peut désormais démissionner. Ça n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, il peut le faire. Comment? Il doit d'abord saisir le médiateur de la chambre consulaire dont dépend votre contrat, chambre d'agriculture, chambre des métiers, essentiellement chambre d'agriculture, mais parfois chambre des métiers. Il y a un médiateur qui a été dédié à ça. Il lui envoie un courrier en lui disant « Je souhaite mettre fin au contrat ». Une fois que le médiateur est saisi, il doit attendre 5 jours calendaires, donc week-end compris, pour pouvoir vous adresser sa lettre de démission, donc soit en accusé réception, soit en remise en main propre, avec un préavis de 7 jours calendaires, c'est-à-dire week-end compris. Donc, votre apprenti vous doit un préavis de 7 jours pour pouvoir mettre fin au contrat, sans aucun motif et justification, si ce n'est la volonté de mettre fin au contrat.
La contrepartie, c'est que vous pouvez désormais mettre aussi fin au contrat dans certaines conditions. Les conditions sont l'inaptitude médicale, vous vous en doutez, si votre apprenti était pour une raison ou une autre reconnu inapte par la médecine du travail, dans ces cas-là, vous pourrez mettre fin au contrat, mais également la force majeure. Donc, je vous rappelle, la définition de la force majeure, c'est imprévisible, irrésistible et qui échappe au contrôle. Donc, une baisse d'activité n'est pas un cas de force majeure. La tempête Alex dans l'arrière-pays est un cas de force majeure, mais attention, la justice est toujours très vigilante à la définition de force majeure. Et enfin, la faute grave. La faute grave, c'est bien la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Donc, ça peut être une accumulation de fautes, ça peut être des retards répétés, ou ça peut être un événement suffisamment grave en soi pour entraîner le licenciement. Dans ces cas-là, et dans les autres aussi, à partir du moment où vous êtes sur une rupture à l'initiative de l'employeur, il faut être très vigilant sur le respect de la procédure, puisque je vous rappelle qu'en droit de la discipline, la procédure est aussi importante que le fond, voire plus. Donc, vous devez respecter des délais, vous devez respecter des formes quant à la convocation, sur l'entretien préalable, au déroulé de l'entretien préalable, au contenu de la lettre de démission. Voilà, il y a tout, enfin, vous le savez en tant qu'employeur, il y a tout un formalisme autour du licenciement. Donc, attention, bien qu'il soit apprenti, sauf si vous êtes dans la rupture unilatérale des 45 premiers jours ou dans la rupture d'un commun accord, vous devez être vigilant sur la forme de votre rupture. Bien évidemment, une fois que vous avez mis fin au contrat, qu'il s'agisse de la fin naturelle à terme ou d'une interruption de l'apprenti ou de votre part, vous devez fournir tous les documents sociaux, comme pour n'importe quel salarié, le certificat de travail, le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paye, voilà, l'ensemble des documents qu'on délivre à chaque occasion. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet de la rupture, de la fin de contrat? Donc, puisque personne ne manifestement levé la main, ou alors si je vous ai raté ce qui est possible, là, je ne suis pas une experte dans ce genre d'outils, ne m'en veuillez pas. On va passer à la dernière partie, qui est bien évidemment celle que je ne maîtrise pas, l'enquête de satisfaction. En tant qu'employeur d'apprentis, on a besoin de vous. Vous savez qu'on est tous, maintenant en tant qu'entreprise, vous êtes tous dans une démarche qualité plus ou moins poussée selon vos activités. Les centres de formation ne dérogent pas à cette règle et nous sommes également soumis, et nous l'étions déjà avant les obligations réglementaires, nous avons une obligation de qualité et de suivi qui passe notamment par des enquêtes de satisfaction auprès de nos entreprises, des entreprises partenaires. Donc, mon collègue, qui malheureusement aujourd'hui est absent, fait régulièrement état de la satisfaction quant au service et à la relation avec l'unité de formation par apprentissage. Et on vous demande régulièrement votre avis. C'est fait par le portail entreprise, puisqu'à partir du moment où vous avez un apprenti, vous avez accès à Net Ipareo, qui est le portail qui vous lie à Ipareo. Quand les enquêtes sont ouvertes, vous en êtes informé. S'il vous plaît, remplissez-les. Répondez-y. Normalement, on essaye de faire en sorte que ça ne soit pas trop long, parce que c'est une matière dont nous avons terriblement besoin pour nous améliorer et aussi pour montrer le travail que nous sommes capables de faire ou pas. Donc, c'est là où malheureusement, moi, je vais arrêter ma démonstration parce que je n'ai pas les compétences de mon collègue et que bien évidemment, nous ne sommes pas interchangeables. Par contre, je vous encourage à aller sur le site internet du CFA régional agricole public, donc CFA RAPACA, ou sur la page pro, tout en bas, vous trouverez le tutoriel pour avoir accès à Net Ipareo et aux enquêtes. Et mon collègue en charge du montage de cet enregistrement va essayer, si c'est possible, de rajouter sur l'enregistrement la partie filmée de la dernière réunion pour que ceux d'entre vous qui auraient des questions puissent éventuellement y trouver des réponses. Je suis désolée d'être aussi brève sur la satisfaction des entreprises. Bien que ça me tienne à cœur, je n'ai pas les moyens techniques de vous répondre. Peut-on avoir votre mail? Bien évidemment. Donc, mon mail, j'espère que tout le monde le voit, c'est Emmanuel, 2M, 2L, .navarro,
pour les plus vieux d'entre vous, comme le commissaire, 2R, O, arrobase, educagri, pour éducation agricole, hein, EDUCAGRI.fr. Je réponds, que ce soit par téléphone ou par mail, dans les plus brefs délais, et j'espère que tout le monde voit mon mail. Et sinon, je répète, Emmanuel Navarro.navarro@educagri.fr. Si vous n'avez pas d'autres questions, j'en profite pour remercier la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a participé à la réalisation de ce webinaire, qui a participé financièrement à la réalisation de ce webinaire. Je vous remercie de votre patience. Je m'excuse des petits couacs et désagréments. Je suis désolée que vous n'ayez pas pu avoir accès à l'information sur la qualité de la part de mon collègue. On fait au mieux. Cette réunion sera en replay sur notre site internet. N'hésitez pas à l'adresser à vos collègues qui auraient manqué cette information. N'oubliez pas que vos unités de formation par apprentissage sont toujours disponibles pour vous accompagner, pour vous répondre et pour vous éclairer. Et si vous n'avez pas d'autres questions, alors, voilà. Et si vous n'avez pas d'autres questions, vous n'hésitez pas, je vais vous laisser. Merci, madame, de me dire que c'était très complet. Excellente journée à tous. Mon rôle exactement, madame Pennec, je suis la juriste du centre de formation. Pardon, j'ai peut-être oublié de me présenter. Je suis la juriste du centre de formation par apprentissage. Donc, j'accompagne les employeurs, les apprentis et les centres de formation sur le côté juridique de l'apprentissage. Voilà. Écoutez, ça, au plaisir et passez un excellent week-end et je vous souhaite un excellent parcours de formation avec votre apprenti.